La traduction dans l'histoire littéraire, deuxième séance. Commençons par une citation d'Antoine Berman, une des plus grandes figures de la traductologie francophone, qu'il vous faut connaître absolument, notamment son livre L'épreuve de l'étranger, culture et traduction dans l'Allemagne romantique, paru chez Gallimard en 1984, mais dont existe une version, une édition de poche. Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger, page 12, Gallimard 84. La constitution d'une histoire de la traduction est la première tâche d'une théorie moderne de la traduction. À toute modernité appartient non un regard passéiste, mais un mouvement de rétrospection qui est une saisie de soi. Ainsi, le poète critique traducteur Pound, Ezra Pound, méditait-il simultanément sur l'histoire de la poésie, de la critique et de la traduction. Ainsi, les grandes retraductions de notre siècle, Dante, la Bible, Shakespeare, les Grecs, etc., sont-elles nécessairement accompagnées d'une réflexion sur les traductions antérieures? Fin de citation. L'histoire de la traduction appartient à notre présent réflexif. Connaître l'histoire de la traduction, admettre que l'histoire de la traduction est une dimension fondamentale de notre pensée et de notre pratique de la traduction, c'est une exigence disciplinaire. Mais au-delà, notre activité de traductrice, de traducteur, s'inscrit dans une historicité, dans un présent. Or, le présent ne saurait se comprendre en dehors d'une connaissance du passé. L'histoire de la traduction appartient à la fois à la constitution de la traductologie en tant que discipline et à notre pratique réflexive, c'est-à-dire une pratique qui s'accompagne d'une pensée de la traduction, à notre pratique réflexive de la traduction aujourd'hui. L'histoire de la traduction n'est pas foncièrement nouvelle. Si l'on prend un auteur comme Samuel Johnson, Johnsson, grand auteur de la tradition littéraire anglophone, Samuel Johnson, dès 1759, va retracer l'histoire de la traduction depuis la Grèce antique jusqu'à sa Grande-Bretagne à lui, celle des XVIIe, XVIIIe siècles, afin d'illustrer ce dont il est l'avocat, à savoir une traduction non littéraliste. Je vous le disais, connaître l'histoire de la traduction, c'est-à-dire connaître l'histoire des méthodes de traduction, l'histoire des modes du traduire, permet de comprendre quels seront nos choix en matière de traduction. Il est évident que quand nous vous demandons dans le cadre de ce cours de produire un dossier sur tel ou tel épisode de l'histoire de la traduction, dans la conclusion, vous devez vous exprimer sur la pertinence de ce travail par rapport à votre position aujourd'hui, à votre situation aujourd'hui de traductrice, traducteur et de traductologue. Parce que étudiante, étudiant d'un master de traduction, il y a évidemment une prise en compte de la dimension pratique. La carrière professionnelle est devant vous, mais étudiante et étudiant dans un programme universitaire, vous êtes également traductologue.
vous réfléchissez sur ce qu'est la traduction. Je ne saurais assez insister sur cette nécessité pour vous de réfléchir sur votre pratique, de ne pas être passif devant cette pratique, de dire voilà, je connais la langue A, je connais la langue B, je dois acquérir quelques connaissances en méthodologie et cela s'arrêtera là. Non, cela ne peut pas s'arrêter là. Votre pratique traductive doit passer par une réflexion sur ce qu'est la traduction qui vous permettra de vous définir et d'ancrer vos choix de traduction. L'histoire de la traduction, disais-je, n'est pas nouvelle, et pourtant, ce n'est que dans la constitution moderne, comme le dit Antoine Berman, de notre discipline, qu'elle prend cette assise structurelle, institutionnelle même. Depuis les années 1970, dans les programmes universitaires de traduction, il y a un cours de traduction. En l'occurrence, ce cours présent auquel vous êtes inscrit. L'histoire n'est pas simplement une composante essentielle dans la formation des traductions. L'histoire va aussi contribuer à la science de la traduction, à la traductologie, à la constitution de la traduction en tant que savoir disciplinaire. Et l'enjeu est important car la traduction constituée en savoir disciplinaire peut légitimer la prise en compte de plus en plus professionnelle de la pratique de traduction. Et il y a encore un doute parfois sur la nécessaire professionnalisation. Oh ben vous êtes bilingue, vous pouvez traduire. Non, le bilinguisme ne suffit pas à constituer la compétence en traduction. Il faut apprendre à traduire. Cette professionnalisation passe par une connaissance de l'histoire de la traduction. Antoine Berman, je le cite de nouveau, au début de son livre consacré à un épisode de l'histoire de la traduction, l'épreuve de l'étranger, le sous-titre Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Il réfléchit donc sur un moment historique pour la traduction et, je dirais même, une localisation. Il s'agit de l'Allemagne des XVIIIe et XIXe siècles. Mais réfléchissant sur ce moment historique, il contribue à l'élaboration d'une histoire de la traduction et donc à la constitution d'un savoir de et sur la traduction. Je continue la citation de Berman, toujours page 12. Il s'agit de montrer comment à chaque époque ou dans chaque espace historique donné, la pratique de la traduction s'articule à celle de la littérature, des langues, des divers échanges interculturels et interlinguistiques. Prenons un exemple, on est page 13, de l'épreuve de l'étranger, Gallimard 84. Leonard Foster a montré qu'à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, les poètes européens étaient souvent plurilingues. Ils écrivaient en plusieurs langues et pour un public qui était lui-même polyglotte. Non moins fréquemment, ils s'auto-traduisaient. Il paraît clair, à lire Foster, que les poètes de cette époque évoluaient dans un milieu infiniment plus polylingue que les nôtres. Il y avait les langues doctes, les langues reines, comme dit Cervantes, le latin, le grec, l'hébreu. Il y avait les différentes langues nationales lettrées, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, et la masse des langues régionales, des dialectes. L'homme qui se promenait dans les rues de Paris ou d'Anvers devait entendre plus de langues qu'on en entend aujourd'hui à New York. Dans un tel milieu,
l'écriture tendait à être au moins partiellement polylingue, le décor est dressé. Et c'est un décor qui implique la société, la littérature, les langues. Il est donc évident que l'histoire de la traduction ne peut être aveugle à l'histoire des langues, à l'histoire des littératures, à l'histoire des échanges culturels. C'est véritablement une histoire des sociétés dans leur interaction et dans leur évolution interne à laquelle contribue l'histoire de la traduction. Et dans votre travail, vous devez toujours considérer cette dimension-là. Vous traitez d'un épisode historique de l'histoire de la traduction, mais cet épisode ne concerne pas que la traduction. C'est une place privilégiée que celle de la traduction qui permet de considérer l'évolution des cultures, des mentalités, des styles, des formes, etc., etc. Nous avons donc, par rapport à ces époques du passé, la possibilité de percevoir quel est notre présent. Cette description des écrivains polylingues et d'un lectorat polylingue que Berman emprunte à l'historien l'historien de la littérature Leonard Foster, c'est dans un ouvrage paru à Cambridge University Press en 70, intitulé The Poet's Tongues, Multilingualism in Literatures. Les langues du poète, le multilinguisme en littérature. Par rapport à ce décor-là, nous devons admettre que notre présent linguistique et traductionnel est assez pauvre. Où sont aujourd'hui les écrivains polylingues? Où sont aujourd'hui ces lecteurs qui peuvent lire dans plusieurs langues? C'est à la fois montrer un certain appauvrissement culturel et en même temps, la nécessité de la traduction. Ce qui veut dire que traduire aujourd'hui les défis, les enjeux, les responsabilités ne veut pas dire traduire au Moyen Âge ou traduire à la Renaissance. Berman conclut, page 14, faire l'histoire de la traduction, c'est redécouvrir patiemment ce réseau culturel infiniment complexe et déroutant dans lequel, à chaque époque ou dans des espaces différents, elle se trouve prise et faire du savoir historique ainsi obtenu une ouverture de notre présent. Fin de citation. Un éclairage, un regard sur notre présent. Et je vous demande de retenir cette notion de réseau culturel. La traduction est toujours prise dans un réseau culturel et la traduction est révélatrice de ce réseau culturel. Votre visée doit être ample quand vous traitez de votre sujet. Le terme d'histoire a en fait deux significations. L'histoire, c'est l'enquête, la recherche menée par les historiens sur telle ou telle période et sur tel ou tel devenir historique. Et l'histoire, c'est aussi le recueil de faits, de dates, d'événements. Jusqu'au XIXe siècle, on pensait que le recueil de dates, d'événements était suffisant et qu'il était indépendant de l'interprétation de l'historien. Notre regard moderne, contemporain sur l'histoire montre bien que l'histoire n'existe pas de manière autonome en dehors de l'interprétation qui en est faite. En d'autres termes, l'histoire est une traduction, et je prends traduction en synonymie d'interprétation, l'histoire est une traduction des faits historiques. Quand j'arrive à dégager le devenir historique d'une époque, c'est que à partir d'un certain nombre de faits, à partir d'un certain nombre de données, j'ai pu dégager
une interprétation, j'ai pu traduire dans un autre, à un autre niveau ce qui n'était que factuel. L'objectivité n'existe pas, mais l'absence d'objectivité ne doit pas invalider la pratique, puisque pour parler de cette absence d'objectivité, j'ai employé le terme de traduction. C'est bien pour à la fois valider cette absence d'autonomie et en même temps pour légitimer la nécessité de la traduction dans sa fonction essentielle pour nos sociétés. Il y a donc nécessairement la nécessité d'un équilibre entre les faits, les données, les faits, les données sur lesquelles vous allez travailler dans votre dossier et l'interprétation que vous en donnez. L'interprétation que vous en donnez, c'est un éclairage sur votre présent, sur votre situation aujourd'hui. Donc les deux dimensions sont essentielles. Pour ce dossier, nous attendons une collecte de faits, de données, mais aussi une interprétation. Euh, la nécessaire interprétation va nous permettre aussi de définir ce qu'est la traduction. Euh, Est-ce que l'adaptation est une forme de traduction? Eh bien, nous nous apercevons, selon les époques, qu'elle a pu être considérée comme une forme de traduction et elle peut donc être considérée comme une forme de traduction. Personnellement, je suis favorable à la considération de l'adaptation, par exemple l'adaptation cinématographique, ou bien la transcription musicale. Je suis partisan de l'intégration de l'adaptation dans ce qu'on définit comme traduction. Pourquoi? Parce que ma connaissance, par exemple, du XVIIe siècle montre que la constitution de la culture européenne du XVIIe siècle est passée par ces formes d'adaptation considérées comme des traductions. Qu'est-ce qui a été traduit? Qui a traduit? Dans quelles conditions? Dans quel cadre social? Dans quel cadre politique? Telles sont les questions qui nourrissent la méthodologie en histoire de la traduction. On pourrait aussi y intégrer une autre question qui est quelles sont les formations à la traduction? Vous êtes dans un programme universitaire, vous bénéficiez des avantages d'être étudiante, étudiant dans un programme universitaire. Votre formation de traductrice, traducteur passe par l'université. Il n'en a pas toujours été le cas et encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. L'histoire de la traduction passe donc aussi par l'histoire des formations à la traduction. Votre présence même au sein de ce cours et de ce programme participe d'une histoire de la traduction. Cette traduction, cette histoire de la traduction va emprunter aux méthodologies classiques euh, de l'histoire, les divisions par l'espace, par la géographie, les divisions par le temps. Euh, J'étudie une zone géographique précise, l'Espagne, dans un cadre historique précis, le XVIIe siècle, ou la première moitié du XVIIe siècle. Et dans un choix des objets, j'étudie le théâtre en Espagne au XVIIe siècle. Je peux être encore plus précis et aller choisir, je vous l'ai dit déjà, un auteur ou une œuvre. Il est très important que d'être tout à fait précis dans ce choix méthodologique. Il y a un certain nombre, au demeurant, et je vous invite à les consulter à travers l'Internet ou dans les rayonnages de notre bibliothèque, un certain nombre d'ouvrages qui sont consacrés à l'histoire de la traduction. La division peut adopter le découpage des États-nations, la France, la Grande-Bretagne peut découper
peut suivre des découpages plus larges, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, et les périodes également peuvent connaître une grande variabilité dans leur définition. Ça peut être une décennie, ça peut être un siècle, ça peut être voire plusieurs siècles. L'exemple de Berman est un exemple intéressant. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. L'Allemagne romantique, c'est non seulement l'Allemagne, mais les pays germanophones. Et le romantisme, c'est le 18e et le 19e siècle. On peut aussi étudier des genres de translation, des types de translation, de traduction. Excusez-moi, j'emploie le terme de translation en référence précisément à Antoine Berman, d'où le lapsus. Pour Antoine Berman, la traduction concerne la textualité, la translation est plus large car elle concerne les formes culturelles. Il est évident que les textes doivent être insérés au sein de l'histoire des formes culturelles, des formes et des représentations culturelles. Euh, dans les échanges entre les cultures, il y a les échanges de textes, mais il y a aussi les échanges de formes culturelles, les échanges de mythes, les échanges de représentations culturelles. Je prends un texte, je peux bien sûr étudier la traduction du Faust de Goethe dans d'autres langues, mais je peux aussi étudier la translation du mythe de Faust dans d'autres cultures. On s'aperçoit que ce soit Faust ou Don Juan, euh, les manifestations de ces mythes dans les langues et cultures européennes sont extrêmement fréquentes. Donc traduction et translation. Il est évident que quand vous travaillez quand vous travaillez sur un sujet précis, ayez toujours présent à l'esprit ce double niveau d'analyse, la traduction et la translation. La traduction, d'une certaine manière, fait partie d'un phénomène plus large qui est celui de la translation. Encore une fois, traduction des textes, donc on est au niveau textuel, au niveau linguistique, translation des formes et des représentations culturelles. Et donc à un niveau beaucoup plus large. Et cette distinction qu'introduit Antoine Berman est essentielle à notre réflexion. On peut donc, dans le choix, et je suis encore au niveau de la méthodologie, choisir aussi une autre typologie que celle du découpage euh, spatio-temporel. Ce peut être la traduction de Shakespeare, ou la traduction d'Homère, ou la traduction des Mille et une nuits dans plusieurs langues, à plusieurs époques. La traduction de la Bible, la traduction du Coran, la traduction de Marx, la traduction de Freud, etc. Connaître l'histoire de la traduction, c'est aussi s'apercevoir que il y a dans notre passé qui légitime notre présent, des grands moments de traduction, des grands moments dans l'histoire de la traduction. L'école de Bagdad ou l'école de Tolède sont deux grands moments de traduction où ont été réunis à une époque donnée et en un lieu donné des traducteurs qui ont entrepris des opérations de traduction à une échelle extrêmement intense qui doit nous faire réfléchir sur l'équivalent possible aujourd'hui. Donc aller chercher école de Bagdad, école de Tolède, et utiliser l'Internet si nécessaire pour être consciente et conscient de ces épisodes qui font partie de notre généalogie. Nous sommes aujourd'hui pris dans une tradition en Europe, Europe évidemment au sens large, puisque vous remarquez que j'en remonte aux Abbassides et au Proche-Orient, à la période des Abbassides et du Proche-Orient,
généalogie de la traduction en Europe, avec, comme pour toute généalogie, ses moments fondateurs. Donc, tout épisode historique est pris précisément dans un devenir historique avec des épisodes qui l'ont euh, précédé. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'histoire des institutions qui ont accueilli les traductions. L'importance des académies de langue, par exemple, sur les usages, sur les normes en traduction, le dialogue entre les traducteurs et les instances de légitimation quant aux usages de la langue. On trouve encore une fois pas mal d'ouvrages qui peuvent nous aider à mieux comprendre ces moments de traduction. Ce qui est important aussi dans ces ouvrages-là, dans cette bibliographie, ce sont les anthologies des grands textes sur la traduction. La majeure partie de ces textes-là existent dans le domaine anglophone. Je fais par exemple référence à l'ouvrage de Douglas Robinson, Western's Translation Theory from Herodotus to Nietzsche, 97. Donc c'est une anthologie des grands penseurs, des grandes pensées sur la traduction. On a dans le domaine français l'anthologie de Michel Ballard, parue aux presses universitaires de Lille en 1992, intitulée De Cicéron à Benjamin, traducteur, traduction, réflexion. Presse universitaire de Lille, Michel Ballard. Et ce type d'ouvrage, ces anthologies, nous permettent de saisir les différentes périodes pour la traduction. Période où la traduction a été pratiquée et période où la traduction a été pensée. Le dernier ouvrage de ce type qui nous intéresse, c'est l'histoire de la traduction en langue française et je vous invite à lire l'article de Yves Chevrel consacré à cette entreprise, article que je mets sur la page euh, euh, Métis. À noter que la Fédération internationale des traducteurs, la FIT, euh, euh, qui est l'instance internationale des traducteurs, accueille en son sein, excusez-moi, un comité pour l'histoire de la traduction. Et de plus en plus, dans les différentes instances de de la, les différentes instances disciplinaires de la traduction, une part est réservée à l'histoire de la traduction. Le premier prix de la Société française de traductologie, le Grand Prix de traductologie, a été attribué à Jean Delisle et c'est un ouvrage d'histoire de la traduction. Immodestement, je vous informe que j'ai été le récipiendaire du deuxième prix de la Société française de traductologie pour mon ouvrage Le déportement, petit essai sur le seuil et le traduire. Fin de la parenthèse narcissique. Il est évident que cette histoire de la traduction est donc une histoire des auto-représentations de la traduction, de la manière dont le traducteur, la traductrice va considérer son travail. Dis-moi ce que tu penses de la traduction et je te dirai comment comment tu traduis. Euh, le, L'histoire de la traduction, c'est l'histoire de la manière dont le rapport entre la lettre et le sens, entre l'esprit et la lettre,
a été considérée. Euh, on doit, au fil de l'histoire, admettre que la conception que se sont fait les, euh, les théoriciens du sens de la traduction, quel est le sens d'un texte, comment je dois le véhiculer, comment je dois le recréer dans la langue et dans la textualité d'accueil, sont des éléments essentiels de cette histoire de la traduction. On pourrait dire qu'il y a trois sens du sens en traduction. Et ces trois sens correspondent à trois étapes, à trois périodes de de l'histoire de la traduction. Il y a premièrement un sens étymologique, deuxièmement un sens fonctionnaliste et troisièmement un sens herméneutique. Premièrement, le sens étymologique. Euh, le sens d'une œuvre se trouvera dans la morphologie, dans l'étymologie des mots. Ce sont les traducteurs qui vont traduire une traduction au mot à mot. La traduction mot à mot, la traduction littérale, est une traduction qui pense trouver dans la forme même du texte le sens. Par rapport à ce qui se faisait parmi les traducteurs bibliques, saint Jérôme, lui, a tranché en accordant la primauté au sens. On a vu que dans une autre tradition, Cicéron se fondait sur la nécessité de traduire, je le rappelle, comme un orateur et non pas comme un interprète, interprète au sens d'un traducteur littéraliste. Mais cette affirmation de Saint Jérôme ou de Cicéron montre bien qu'il y avait la pratique répandue d'une traduction littérale. Et après tout, c'est le premier réflexe. Euh, L'Antiquité traduisait littéralement, raison pour laquelle les théoriciens de la traduction, qui ont été respectivement Cicéron et Saint Jérôme, se sont dressés contre cette pratique-là pour théoriser la traduction, en disant la traduction ne peut être ce littéralisme. À partir de cette position, on s'aperçoit que les options sont valables. Le 19e siècle français a réhabilité la traduction littérale. C'est le cas euh, euh, des traductions de Milton par Chateaubriand. Quand Chateaubriand traduit le Paradis perdu, de Milton, il adopte cette méthode. Donc, euh, se refusant à cette priorité donnée au sens sur la forme. Un traducteur biblique comme André Chouraki, dont j'ai parlé dans mon cours Les métiers de la traduction littéraire, va aussi pratiquer le littéralisme pour traduire à la fois André Chouraki, Chouraquy, était un immense traducteur, notamment dans le domaine des textes religieux, puisqu'il a traduit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Euh, et donc, je vous invite à faire des recherches sur André Chouraki et à ouvrir les pages de ses traductions et étudier la manière dont il se positionne. C'est-à-dire que le littéralisme, ou ce qu'on appellerait donc la défense d'un sens étymologique, d'un sens formel, vise à faire entendre au plus près de la sensibilité du lectorat la langue originale. C'est la langue originale qui doit être traduite. Et d'une certaine manière, il y a là une hiérarchisation entre la langue originale et la traduction. Je vous le disais, l'histoire de la traduction, c'est l'histoire des idéologies, l'histoire des représentations.
Il y a donc dans les moments où la traduction optait pour le littéralisme, la croyance dans une certaine priorité ou primauté du texte original sur le texte euh, traduit. Il est évident qu'on peut considérer que cette traduction littéraliste ou étymologisante peut trahir aussi le sens, puisque nous ne sommes pas les lecteurs, nous ne sommes pas les récepteurs du texte original. Deuxième euh, grande période de l'histoire de la traduction, celle qui considère que l'important dans un texte, c'est la fonction de ce texte et la manière dont fonctionne l'attribution du sens, la distribution du sens. C'est la période du Moyen Âge. Le Moyen Âge s'intéresse à la fonction au message et la manière dont ce message s'inscrit dans une circulation, euh, dont ce message s'inscrit dans une circulation pour traduire. Euh, Ces traducteurs-là se baptisent davantage des translateurs. Encore une fois, l'œuvre traduite est une œuvre qui doit se détacher de la forme du texte original pour être accueillie dans la forme la plus favorable pour son lectorat. Au Moyen Âge, on va traduire une œuvre en l'explicitant si nécessaire, en la paraphrasant, en ajoutant des données. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le traducteur se fond dans une œuvre collective. Le Moyen Âge traduit ou voit dans un regard très très favorable les traductions collectives. Les traductions qui se font au Moyen Âge dans les couvents, la traduction par exemple des textes philosophiques qui se font dans les couvents, par exemple du grec vers le latin, se font collectivement. Donc on a là une conception de la traduction qui n'est pas la nôtre, mais qui doit nous intéresser par rapport à cette pensée de la traduction. Le Moyen Âge, d'une certaine manière, est une période où la traduction signifie l'intégration de l'œuvre dans le tissu littéraire, culturel, contemporain. C'est sans doute par rapport à cette position-là qu'on voit au XVIe siècle, à la Renaissance, au contraire, un retour aux sources, à l'Antiquité grecque, à l'Antiquité latine, à l'hébreu, au, au, au grec. Euh, la Renaissance est aussi la réforme, et on le sait, la réforme, le protestantisme, c'est le retour au sens tel que la forme originelle le contient. Euh, Lisons le texte. Et quand nous traduisons, traduisons au plus proche de du texte. On s'aperçoit aussi que à la Renaissance, les traducteurs retrouvent leur individualité. Euh, Même en ce qui concerne la traduction biblique, on parle de la Bible de Luther en langue allemande, de la Bible de Matthew, de Coverdale en langue anglaise. Euh, parallèlement, la traduction collective n'est pas abandonnée, puisqu'une des grandes traductions de la Bible en langue anglaise, c'est ce qu'on appelle la King James Version, parce que le patron, celui qui a donné l'ouvrage, le donneur d'ouvrage, c'est le roi, le King James, le roi James, et, et la traduction est collective. La, comment dirais-je, l'option, ces options-là
ne sont pas monolithiques. Un traducteur comme Jacques Amyot, Amyot, qui a vécu au XVIe siècle, de 1513 à 1593, euh, a été celui qui estimait que le devoir face au lectorat devait primer. Une traduction fidèle, mais une traduction qui doit être reçue. Au XVIIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on a le souci de plaire. Euh, on va traduire Homère en, allez, ça c'est Anne Dacier, Dacier, la grande traductrice des livres homériques au, au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui va tout simplement omettre les passages ou les expressions chez Homère qu'elle considère comme ne répondant pas au goût de l'époque. On doit traduire en fonction du goût de l'époque. Ce qui est valable ici pour Homère est aussi valable pour Ovide, pour Ésope, tous ces auteurs de l'Antiquité que l'on devient, qui deviennent d'une certaine manière, qui suscitent, qui dessinent des paysages dans lesquels le lecteur, la lectrice du, de l'époque peut se promener à son gré. Le sens est ainsi non seulement recréé, mais d'une certaine manière travesti. Ce à quoi va réagir le 19e siècle et le romantisme, où la traduction reprend le respect des formes. Euh, le littéralisme va prendre le pas sur la fonction de transmission d'un sens. Le conte de l'île traduit l'Iliade et l'Odyssée avec une tentative de reconstruire historiquement le décor. Et quand on met en parallèle Salammbô de Gustave Flaubert, donc un exemple pris dans l'histoire de la littérature, on s'aperçoit que quand Flaubert, lui, le réaliste, lui qui entendait avec Madame Bovary dresser un portrait le plus réaliste possible de la France de l'époque, avec Salammbô, passe dans cette tentative de restaurer la Carthage, la culture de Carthage, au plus proche de sa réalité, avec des effets. Donc, je vous invite à ouvrir Salammbô de Flaubert en même temps que vous ouvrez l'Iliade, l'Odyssée dans la traduction de Le Comte de Lille, et vous allez être en présence d'un univers linguistique totalement déroutant parce que graphiquement, phonétiquement, il tente de reconduire, de restaurer le décor originel. Les traducteurs vont donc, selon l'époque qui est la leur, vont opter pour la polarité, le sens du texte, le, ou le sens du texte dans la forme du texte, le sens du texte indépendamment de la forme ou le sens du texte dépendant de la forme. Ce qui est pour nous important de retenir, c'est comme le disait Jean Delisle dans un article consacré à cette question, le sens n'est jamais donné d'avance. Le sens n'est jamais donné d'avance et que ce soit l'option littéraliste ou son option contraire, il est évident que nous devons
opté pour cette liberté accordée au texte à traduire, cette liberté de prendre des sens, une multiplicité, une variabilité de sens, d'où l'importance dans la traductologie contemporaine de langue française donnée au terme de signifiance. C'est un terme que Henri Méchonic, Schonisc, Henri Méchonic, autre grand nom de la traductologie francophone moderne, aussi disparu comme Antoine Berman il y a quelques années, mais auteur que vous devez connaître dans votre scolarité, dans votre formation de traductrice-traducteur. Henri Méchonic utilise ce terme de signifiance pour montrer que le sens dans une œuvre n'est jamais mort. Le sens est toujours actif et qu'il s'agit de retrouver cette activité du sens. D'une certaine manière, l'attention accordée à la signifiance, au côté vivant du sens, va faire du traducteur euh, un auteur, puisque cette notion de signifiance implique la créativité du traducteur. Le, le terme de signifiance montre que le travail de traduction est un travail d'écriture, au même titre que la création littéraire. La signifiance, elle appartient à la langue dans la mesure où elle est véhiculée par la langue, mais la signifiance, elle appartient davantage au discours. Qu'est-ce que le discours, sinon la signification que prend un énoncé dans un contexte particulier? Le discours, c'est la possibilité, la capacité à produire des énoncés qui sont spécifiques à euh, à des contextes particuliers. C'est-à-dire que la signifiance, c'est la reconnaissance que les lecteurs sont multiples, sont divers, et que chaque lectorat a le droit à sa traduction. Euh, cette traduction est par exemple résumée par la considération d'Henri Méchonic lorsqu'il dit il faut traduire non pas ce que sont les mots, mais ce que font les mots. Ce que font les mots, toi, lecteur, aujourd'hui, moi, traducteur, je dois être conscient de cette nécessaire variabilité du sens de mots. Euh, voilà, il est évident que on n'est plus du tout dans un, comment dirais-je, dans une considération qui va amener à repérer les fautes ou les erreurs de traduction. Nous sommes dans une considération du texte comme une forme organique. Et la traduction, traduire, c'est traduire cette forme organique. Je partage ces considérations parce que précisément, je suis conscient d'une généalogie. Et la conscience de cette généalogie, je voudrais en donner deux exemples qui sont pour nous extrêmement importants. Deux moments de l'histoire de la traduction liés à deux noms, Étienne Dollet au XVIe siècle en France et Dryden, John Dryden en Grande-Bretagne au siècle suivant. Étienne Dollet, D-O-L-E-T, né en 1509 et mort en 1546, est une des grandes figures qu'il faut absolument connaître quand on réfléchit sur l'histoire de la traduction, c'est-à-dire sur la traduction. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un imprimeur,
À l'époque, l'imprimeur, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un éditeur, et c'est un traducteur. Euh, il, euh, il naît à Orléans, il part à Paris pour faire des études de latin et il va commencer une tournée des universités européennes, comme on le faisait à l'époque. J'insiste sur le fait que Erasmus est bien sûr une expérience contemporaine, mais qu'en même temps, au XVIe siècle, on ne pouvait pas considérer l'université comme université nationale. L'étudiant est celui qui allait dans diverses universités européennes. Et par exemple, il va euh, aller en Italie pour suivre des cours dans des universités italiennes. Il va rentrer en France, commencer une carrière politique qui le met en danger, puisqu'il va connaître divers bannissements qui vont le faire passer de Lyon à Toulouse, à Paris, etc., etc. À Lyon, il va commencer sa carrière d'éditeur, d'imprimeur. En 1936, il va commettre un assassinat. Il va tuer un peintre, ce qui l'oblige à fuir Lyon et à gagner Paris, où il va implorer la grâce du roi. Il va être emprisonné quelques semaines, mais il va être libéré et il obtient de François Ier en 1938 un privilège qui lui accorde la possibilité d'imprimer, c'est-à-dire d'éditer, de publier tout ouvrage en latin, grec, italien ou français, de sa plume ou en traduction. Et il devient un des plus grands éditeurs de l'époque. Il va sortir près d'une centaine d'ouvrages destinés aux étudiants, destinés au lectorat général. Euh, un tiers de cette production concerne des ouvrages religieux, ce qui va l'amener dans une situation très délicate par rapport à l'Église, où l'Inquisition va l'accuser d'hérésie. Il va être emprisonné à plusieurs reprises en tant qu'éditeur et en tant que traducteur, où on l'accuse en tant que traducteur, à propos de sa traduction d'un passage, de ne pas croire dans l'immortalité de l'âme. Bon, faute de traduction, peut-être, bien qu'il ait fait amende honorable, on le condamne à être pendu, puis jeté avec ses livres dans un bûcher à Paris, où il va donc connaître la fin de sa vie dans ces conditions aussi abominables. Traducteur, martyr, pourrait-on dire. Ce qui est intéressant, c'est que la biographie d'Étienne Dollet est une biographie qui euh, montre la nécessité de cette histoire de la traduction. Encore une fois, l'histoire, c'est une généalogie, et le moment Étienne Dollet dans la traduction en langue française est un moment extrêmement important, puisque c'est un moment où la liberté du traducteur a été bafouée, a été censurée, a été interdite. Étienne Dollet, en tant qu'éditeur et que traducteur, finit sur le bûcher. Or, Étienne Dollet a fait paraître en 1540 un titre extrêmement important pour nous, La manière de bien traduire d'une langue en autre. La manière de bien traduire d'une langue dans une autre, dirait-on aujourd'hui, où il se consacre à une étude des méthodes concernant la ponctuation, la grammaire, le lexique, quand on passe d'une langue à une autre. Et ce qui est important pour nous, c'est que Étienne Dollet va édicter 5 principes à respecter pour bien traduire. Premier principe, il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et la manière de l'auteur qu'il traduit, le sens et la manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dissociation entre le sens et la forme. Le sens est tributaire de la forme que va choisir l'auteur, ce qui est une invitation, bien sûr, pour le traducteur à faire de même. Deuxième principe,
qu'ils connaissent parfaitement les deux langues sur lesquelles ils travaillent. Cela peut vous faire sourire, mais c'est une exigence à laquelle parfois nous dérogeons. Et, et j'en profite pour vous dire instamment que vous devez connaître parfaitement les deux langues. Que quand nous vous corrigeons, soit dans la langue de départ, soit dans la langue d'origine, nous attendons une maîtrise parfaite de la langue. Alors, c'était peut-être pas le cas au siècle d'Étienne Dollet. Il est important de connaître l'histoire de la traduction et ce deuxième principe d'Étienne Dollet pour réfléchir sur la situation présente. Troisième principe, il ne se faut pas asservir jusqu'à ce qu'on l'on rende mot pour mot. Euh, il, Sans avoir égard à l'ordre des mots, il s'arrêtera aux sentences et fera en sorte que l'intention de l'auteur sera exprimée, gardant curieusement la propriété de l'une et l'autre langue. C'est-à-dire qu'il y a un décalage vers le niveau syntaxique, non pas l'ordre des mots, mais les sentences. Quatrième principe, éviter les néologismes, les emprunts, se conformer à l'usage commun. C'est intéressant de voir que ce XVIIe siècle, où la langue française a besoin a encore besoin de s'affirmer, l'usage commun va dicter la réserve faite à l'endroit des emprunts, à l'endroit de l'invitation des mots étrangers dans la langue de traduction. Euh, et encore une fois, il y a des raisons historiques. C'est-à-dire que ce principe de traduction d'Étienne Dollet nous informe sur l'histoire de la langue française à son époque. Cinquième et dernier principe, l'observation des nombres oratoires. C'est avoir une liaison et l'assemblement des dictions avec une telle douceur que non seulement l'âme s'en contente, mais aussi les oreilles en sont toutes ravies. Et là, c'est très intéressant à dire que un texte est lu, mais un texte doit être lu, si j'ose dire, pour annoncer la possibilité de la lecture orale. Une, cette, cette douceur, la douceur d'un texte, l'appel à la douceur d'un texte. On pourrait réagir en disant, mais si un texte est brutal, il doit être donné dans sa brutalité. La généalogie donc l'histoire de la traduction en tant que généalogie nous montre qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une douceur de la langue à préserver? Douceur au sens large. On peut le comprendre comme harmonie, on peut le comprendre comme réussite esthétique, etc. Je pense que chacun d'entre vous, vous devez réagir par rapport aux langues sur lesquelles vous travaillez. Donc il est intéressant de se souvenir de cette position, de ce positionnement de Étienne Dollet par rapport à sa pratique d'une l'activité de la traduction. Encore une fois, l'activité de traduire à l'époque d'Étienne Dollet en France, c'était une activité risquée. Je rappelle que un des traducteurs de Salman Rushdie, un des traducteurs des versets sataniques, pour revenir à l'époque contemporaine, a été aussi, lui, l'objet d'une attaque meurtrière. Je crois que c'est le traducteur en japonais. Comme vous le savez, les versets sataniques de Salman Rushdie ont été l'objet d'une fatwa, c'est-à-dire d'une condamnation de l'auteur à mort parce que l'écrit est considéré comme hérétique par certaines autorités religieuses de l'islam, et que cette fatwa s'est agrandie à l'endroit des traducteurs. Donc la traduction est une activité qui n'est pas encore aujourd'hui sans danger. Passons à un univers peut-être plus apaisé, celui de John Dryden. On est cette fois-ci au XVIIe siècle euh, anglais, donc
On était au XVIe siècle français avec Jérôme Dollet. On passe, donc changement historique et changement géographique. Et comme je vous dis, ce sont les options possibles pour choisir un sujet en traduction littéraire. L'objet, là, c'est John Dryden, D-R-Y-D-E-N, né en 1631 et mort en 1700. C'est un poète, c'est un dramaturge, c'est un traducteur de langue anglaise. Donc il a connu une vie plus pacifique que celle d'Étienne Dollet. Et il est intéressant de voir que de la même manière que Étienne Dollet était investi dans le monde littéraire, dans les activités éditoriales, Dryden, lui aussi, est un homme de lettres, un homme qui appartient au milieu littéraire de son époque. C'est un auteur de pièces de théâtre, très très souvent des tragédies. C'est également un poète et il a notamment consacré sa poésie à la louange, par exemple, du roi Charles II d'Angleterre. Il a été nommé poète lauréat en 1668. Le poète lauréat, chaque année, était ce poète considéré comme la figure devant exprimer la créativité littéraire d'une époque. Pas seulement la louange de l'autorité politique, mais euh, la, la, la gloire, la grandeur de la créativité à l'époque. Je rappelle que les présidents américains connaissent aussi leurs poètes lauréats jusqu'au dernier Biden, ce qui a, je crois que je m'en suis déjà ouvert à vous, entraîné une certaine polémique, puisque le poète lauréat, en l'occurrence, était une poétesse lauréate, une jeune femme noire, dont, lorsque le texte a été traduit en néerlandais, a suscité toute une affaire parce que la traductrice n'était pas noire, la traductrice néerlandaise était une jeune femme blanche. Faut-il être noir pour traduire un écrivain noir? Faut-il être femme pour traduire un écrivain femme, etc., etc. La polémique est encore extrêmement vivace et peut faire d'ailleurs l'objet d'un dossier dans ce cours-là sur tel ou tel épisode de cette polémique. Donc, il est poète, il est dramaturge, il peut écrire aussi des satires. Ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne est aussi un espace d'engagement religieux. Et il va, par exemple, sous le roi Jacques II, peu avant 1688, se faire catholique, ce qui va lui faire perdre son titre de poète lauréat. Bon. Traducteur de l'Énéide, traducteur de Juvénal, traducteur de Perse, et dernier point peut-être à signaler, le fait que aussi bien Henry Purcell que Handel, ses compositeurs, ont mis en musique des textes poétiques de Dryden. Euh, immense influence de Dryden sur l'histoire de la littérature en langue anglaise. On considère qu'il a euh, contribué, excusez-moi, au devenir de la langue anglaise telle qu'elle devienne la langue de la littérature dite de langue anglaise. Ce qui nous intéressera, c'est son activité de traducteur. Il a traduit Ovide, je le disais, et dans sa préface à la traduction des épîtres d'Ovide, paru en 1680, il énonce, comme l'a fait Doley,
des principes pour la traduction. Ce qui est intéressant, c'est que il va ouvrir une reconsidération de ce dont je traitais encore tout à l'heure, c'est-à-dire le binarisme entre le respect littéral du texte de départ et la volonté d'adaptation vers le lectorat. Pour Dryden, on passe dans un ternaire. Il y a trois principes fondamentaux qui sont la métaphrase, la paraphrase et l'imitation. La métaphrase, c'est la traduction mot à mot. Et un exemple récent dans l'histoire de la traduction en langue anglaise, c'était la traduction de Ben Jonson pour l'art poétique d'Horace. Donc, encore une fois, la position de Dryden vient en opposition à une pratique dans l'histoire de la traduction. Il est toujours important de situer historiquement les moments dont vous allez traiter. La métaphrase, donc, c'est la traduction mot à mot. La paraphrase est la traduction libre. On traduit le sens, et on s'écarte de la forme. On ne cherche pas à reproduire la forme dans un souci euh, euh, d'exactitude. Et par exemple, Virgile était traduit en langue anglaise sous forme paraphrastique, donc dans ce qu'on appellerait l'adaptation. Enfin, l'imitation. L'imitation va encore plus loin que la paraphrase, puisqu'elle utilise le texte original comme une espèce de trame sur laquelle on peut broder une autre textualité. Euh, ce que, ce qui est intéressant dans dans cette dans ce ternaire, c'est que Dryden reconnaît ces trois possibilités. Il va critiquer la métaphrase, il va critiquer l'imitation, euh, qui sont d'une certaine manière pour lui des polarités extrêmes. Soit on est dans le mot à mot, soit on est dans l'inspiration, en négligeant complètement la forme originale. Pour lui, ces deux types-là sont à critiquer et le, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il critique. Par exemple, le mot à mot est pour lui impossible, tout simplement parce que les langues ne sont pas composées, ne sont pas constituées de la même manière. Euh, les traductions littérales, il utilise une image assez cocasse. Il dit c'est comme si l'on dansait avec les pieds liés. On se lie les pieds, enfin on se condamne à une certaine maladresse dans l'expression. Donc c'est la voie médiane, euh, c'est la paraphrase qui va retenir la faveur de Dryden. Pourquoi? Parce qu'il estime que, et dans le littéralisme et dans l'imitation, la poésie va mourir. Prenons la poésie comme essence même de la littérature. La paraphrase, parce que le traducteur est également un poète. Il doit être capable de s'identifier à, à l'auteur qu'il est en train de traduire. Euh, la paraphrase, je l'ai dit, c'est ce qu'on pourrait appeler la traduction libre. On considère la forme comme véhicule du sens, mais on ne va pas reproduire cette forme-là, on va reproduire le sens que l'on devine à partir de cette forme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça veut dire aussi, et ça c'est quand Dolay le signifiait, la résonance est là, pour paraphraser, euh,
il faut connaître parfaitement les deux langues. Euh, Puisqu'on a une conscience du fonctionnement de la langue A pour produire du sens et du fonctionnement de la langue B pour produire du sens, et on va passer du sens produit dans le fonctionnement de la langue A au sens tel que peut le produire le fonctionnement de la langue A. C'est aussi la nécessité, nous dit Dryden dans ce principe de la paraphrase, la nécessité de ne rien ajouter et de ne rien enlever. Il ne s'agit pas d'embellir le texte comme encore une fois on a pu le faire dans l'histoire de la traduction, embellissement qui revenait à une censure, mais le respect du texte de départ. Voilà donc deux moments dans l'histoire de la traduction littéraire. Euh, et c'est volontairement que je j'évoque le climat contextuel. Encore une fois, Dryden, encore une fois, Étienne Dollet a fini sur le bûcher. Son activité de traducteur s'inscrit dans un lieu et dans une période où la liberté de penser ne connaît pas l'ampleur qu'elle a pu connaître en d'autres périodes et en d'autres lieux. Encore une fois, invitation pour nous de réfléchir sur notre présent. Alors que Dryden, lui, a une influence considérable. Il a été reconnu de son époque et après comme un modèle pour l'évolution de la littérature et de la littérature de langue anglaise et de la langue anglaise elle-même. Et il est évident que son activité de traducteur et sa pensée de la traduction bénéficient du contexte qui était le sien et qui était totalement différent que le contexte d'Étienne Dollet. Ainsi s'achève cette deuxième séance de notre cours Histoire de la traduction littéraire. Je vous invite à lire le texte de Yves Chevrel que vous allez trouver sur la page Amétis. Je vous rappelle que vous devez d'ores et déjà réfléchir sur un dossier que vous allez nous remettre en fin de session, un projet de recherche qui s'inscrit dans l'histoire de la traduction littéraire, tel que, j'espère, vous en avez maintenant compris les principes de base et les visées. Lors de notre séance 6, vous aurez à présenter en 3 minutes le projet, ce qui me permettra de le commenter, de le valider, et ce qui permettra à tous vos camarades de prendre conscience de la variété possible des sujets à traiter en histoire de la traduction littéraire, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qu'est l'histoire de la traduction littéraire.